Si on veut se reparler un peu de la force magnétique, on s'est dit que c'était la force qu'allait subir une particule en mouvement dans un certain champ magnétique. On s'est parlé beaucoup de cette partie-là, du produit vecteur. On s'est défini ses caractéristiques. On s'est parlé de la règle de la main droite pour trouver l'orientation du vecteur qui sort de ce produit vectoriel-là. Mais il n'y a pas le seul dans notre expression. Il y a aussi cette petite affaire-là en avant. Q, la charge de la particule qui bouge dans cette histoire-là. Ici, chose importante, cette charge n'est pas entre valeurs absolues. Son signe va avoir de l'importance selon son affaire à une charge qui est positive ou à une charge qui est négative. En l'occurrence, selon le signe de la charge que l'on a à faire, la force ne pointera pas dans le même sens. Elle va être inversée, l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si je prends le cas suivant où c'est que je vais avoir une zone où est-ce que j'ai un champ magnétique qui partout sort de l'écran d'ordinateur. Donc ça, c'est la notation pour dire que le vecteur sort de l'écran présentement. Partout dans tout ce que je vais dessiner, le champ magnétique va toujours avoir cette orientation-là. Et je vais regarder tour à tour deux particules, par exemple un électron et un proton, qui vont tous les deux aller dans la même direction. Cependant, on le sait, les deux n'ont pas la même charge. L'électron est chargé négativement, le proton est chargé positivement. Et je vais les prendre allant tous deux vers la gauche. Donc, j'ai un électron se dirigeant à une certaine vitesse par là-bas, j'ai un proton se dirigeant avec une certaine vitesse par là-bas. Donc, avec ça, on fait une règle de la main droite. On place notre index dans le sens de la vitesse. On place notre majeur dans le sens du champ magnétique. Le pouce nous indique la direction du vecteur correspondant au produit vectoriel. Si vous avez affaire à une particule chargée positivement, Q étant positif, la force magnétique va être dans le même sens que votre pouce. Donc le pouce ici pointait vers le haut. Donc pour le proton, la force va vers le haut. Cependant, pour l'électron, le produit vectoriel nous disait, avec la règle de la main droite, que la V3B allait vers le haut, mais puisqu'on a une quantité négative devant, Q est égal à moins E pour l'électron, F, le vecteur FB, donc est en sens inverse, à cause du signe moins, va donc pointer plutôt vers le bas. Comme ceci. Donc, tout dépendant du signe de la charge en mouvement, la force ne pointera pas dans la même direction. Si on bâtit là-dessus et qu'on, pour le reste de notre analyse, qu'on se concentre sur une particule positive pour regarder qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Particule positive ici avec une vitesse vers le haut. Donc, de la règle de la main droite, index, vitesse. Le champ magnétique ici, je l'ai mis entrant dans l'écran, donc que je vois une espèce de X. La règle de la main droite me dit que je vais avoir une force qui pointe par là-bas. Mais supposons qu'on ne s'arrête pas là, qu'on ne fait pas juste définir le sens de la force, mais qu'on continue à regarder la particule quand elle évolue. Ben, elle avait une vitesse vers le haut, elle a une force vers la gauche, donc on va subir une accélération vers la gauche. Fait qu'on va continuer à aller vers le haut, mais en commençant tranquillement pas vite à canter vers la gauche. On va donc avancer d'une certaine distance. Fait que monte encore, mais commence à aller de plus en plus vers la gauche. Se rend jusqu'ici. Fait que, rendu là, si je suis la trajectoire que je lui ai dit, est rendu avec une vitesse qui va par là-bas. Le champ magnétique ne va pas changer, rentre encore dans la page. On refait une règle de la main droite. On se rend compte. Tiens donc, à ce point-là, c'est rendu qu'elle subit une force vers le bas. Et qu'elle va continuer à aller vers la gauche parce qu'elle a déjà une swing dans cette direction-là. Elle va commencer à accélérer vers le bas. Fait que va gauche en descendant. De même. Jusqu'à arriver ici. Je la redessine. Vitesse vers le bas. Avec une autre main droite. Force par ici. Et vous me voyez venir. En continuant de suivre son mouvement avec sa vitesse ainsi que la force continue de subir.
Une particule dans le champ magnétique, si sa vitesse est perpendiculaire au champ, va avoir une orbite circulaire. Orbite circulaire si la vitesse est perpendiculaire au champ. Si la vitesse initiale, pardon, est perpendiculaire au champ. Circulaire si V est perpendiculaire à B. Ils ne sont pas obligés de l'être. Ce qui est obligatoire, la force doit être perpendiculaire à V. La force doit être perpendiculaire à B, mais la relation de V et B, elle n'est pas fixée dans le béton. Mais il y a certains cas où est-ce que la vitesse est effectivement à 90 degrés avec le champ magnétique. Et dans ce cas-là, on obtient une orbite circulaire à cause que la force est toujours perpendiculaire à la vitesse. Les mouvements circulaires, vous en avez déjà étudié en mécanique. Vous avez vu, entre autres, dans ce cas-là, que la force qui maintenait la particule sur orbite, ce que vous appelez une force centripète. Or, ici, la force qui fait que la particule positive ne peut pas continuer tout droit, mais est forcée de continuer à tourner, c'est la fameuse force magnétique. Donc, la force magnétique est une force centripète. On va pouvoir relier avec ce que vous avez vu en mécanique. Donc, si j'écris la norme de la force magnétique, si je veux juste sa norme, c'est la valeur absolue de la charge et je mets les normes de mes vecteurs, la norme du vecteur vitesse, la norme du vecteur champ magnétique. Et vous avez vu en mécanique qu'une force centripète, je peux aussi l'écrire comme masse, parce que force est égale à masse sur accélération, fois la vitesse tangentielle au carré sur petit r, le rayon de l'orbite circulaire. Et V, la vitesse tangentielle, c'est la même que la vitesse à laquelle va la particule. Petit r, c'est le rayon de l'orbite. Une distance, donc, qui se mesure en mètres. Et je vais noter ici. Ça, c'est parce que force centripète. Et de là, si on désire, on peut même trouver, ça va être quoi le rayon de l'orbite qu'on va avoir, sachant la vitesse de la particule, sachant sa charge, ainsi que le champ magnétique dans lequel elle baigne. Donc, on va juste isoler R dans cette histoire-là. Je vais l'envoyer à gauche, on va envoyer tout le reste à droite. Je vais donc avoir mv carré sur ce que j'avais à gauche de mon équation. Je peux même barrer une des vitesses si ça me chante pour arriver à cette expression de l'orbite, plutôt du rayon de l'orbite circulaire. Euh, Parfois, il vous êtes aussi demandé, par exemple, de trouver combien de tours que notre particule fait par seconde. La logique, si vous avez son rayon, vous pouvez trouver la circonférence du cercle. Et la circonférence, c'est la distance parcourue dans le long d'un tour de notre cercle. Fait que, ce qu'on va faire, on va servir de ceci pour se dire euh, le nombre de tours par seconde qu'on appelle la fréquence. Fréquence qu'on va nommer F. Ça va être une relique qu'on va se servir aussi en ondes optique et physique moderne. On va se dire, ben, si je voulais savoir le temps que ça me prendrait pour faire euh, un tour, ce qu'on va appeler la période, donc ça c'est période, temps pour faire un tour. Ça c'est la fréquence, le nombre de tours qu'on fait par seconde. Le temps pour faire un tour, ben, je me dirais, c'est la distance que je parcours divisé par la vitesse à laquelle je vais. Donc, le temps que ça me prend pour faire un tour. Distance parcourue. La distance, c'est une circonférence. Et la vitesse à laquelle je vais, c'est la vitesse qu'on a appelée V. Donc, une expression qu'on peut donner à la fréquence, c'est la vitesse divisée par la circonférence de l'orbite.